Il me faut réapprendre à entrer en connexion avec l'autre en tant que personne bien séparée, sans fusionner avec la personne. Je peux être en connexion avec toi tout en étant moi. J'ai pas besoin de prendre ton anxiété sur moi, j'ai pas besoin de porter tes soucis, j'ai pas besoin de répondre à chacun de tes besoins, d'être tout le temps d'accord avec toi, d'adopter tes opinions, etc. J'ai pas besoin de ça. On est deux êtres très distingués. On peut entrer en connexion et on peut être en connexion très proche, très très proche. Mais il y a moi et il y a toi. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode sur le couple et l'attachement, épisode qui sera en 2 parties parce que vaste sujet que celui de l'attachement. Je vous avais proposé de me poser vos questions sur Instagram, donc je vous remercie, merci à toutes, à tous pour toutes vos questions et je vous honore parce que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à faire le travail sur vous, à vouloir le meilleur pour vos relations et pour les gens que vous aimez. Ça m'a beaucoup émue en fait de lire toutes vos questions, donc merci du fond du cœur. Alors pourquoi cet épisode sur le couple et l'attachement ? 3 raisons principales. Première raison, j'ai eu plusieurs demandes de parler de ce sujet et j'en avais jamais vraiment parlé en fait. Et un point là-dessus, c'est que le couple, honnêtement, c'était un non-sujet pour moi depuis un moment et jusqu'à il y a peu en fait. Le début de la relation avec mon mari, ça a été assez difficile parce que c'était un contexte particulier. Je reviendrai là-dessus, mais depuis voilà que notre relation elle est établie, qu'on est ensemble, on regarde vraiment dans la même direction, la chimie elle est là à tous les niveaux, on est tous les deux entrepreneurs donc on se soutient énormément, il me soutient énormément, donc vraiment tout va bien dans notre relation. Je savais que le couple c'est un espace à cultiver, je le voyais vraiment comme ça, comme un jardin, mais on n'avait pas vraiment eu besoin de travailler sur notre relation. C'était plus, je savais au niveau intellectuel que c'était un espace sur lequel il faut travailler, mais j'en avais juste pas eu besoin parce que ça roulait en fait. Et à l'automne dernier, on a eu un moment un peu difficile dans notre relation et donc j'ai commencé à plonger un petit peu plus là-dedans. C'est venu me chercher à plein d'endroits, c'est venu appuyer sur plein de boutons et c'est intéressant du coup parce que ça peut nourrir, ça nourrit cet épisode du coup, en plus de vos questions. Et mon 3e point, c'est que les relations, elles ont toujours été challengeantes pour moi, honnêtement, mais je le savais pas, en fait. Je pensais que c'était un non-sujet, mais c'était tout le sujet. C'est parce que c'était des schémas tellement ancrés en moi que j'avais aucune idée que c'était des schémas. Et l'attachement, c'est le système nerveux. Et je vais commencer là-dessus. L'attachement, c'est le système nerveux et le système nerveux est attachement. Donc quand on parle d'attachement, on parle du niveau le plus profond qui soit, c'est-à-dire le niveau du système nerveux. J'ai décidé de faire cet épisode en 2 parties parce qu'il y a beaucoup de questions et c'est un sujet qui vaut la peine qu'on y passe du temps. En fait, c'est le seul sujet qui vaille la peine qu'on y passe du temps. C'est ce qu'a trouvé une étude de l'université d'Harvard aux États-Unis qui s'appelle la Harvard Study of Adult Development. C'est l'étude la plus grande jamais menée sur le bonheur en fait, sur la vie humaine, sur le bonheur et sur ce qui fait le bonheur. Cette étude, elle a commencé en 1938 et elle a duré plus de 70 ans et elle continue encore aujourd'hui avec la 2e génération de personnes en fait, avec les descendants des personnes qui ont participé à l'étude originelle. Donc c'est vraiment du jamais vu en termes d'études. Ils ont débuté avec 724 participants et ils ont pris, c'est intéressant parce qu'ils ont pris 2 groupes. Ils ont pris des garçons qui étaient issus de familles défavorisées et vraiment en difficulté de Boston et des étudiants d'Harvard, donc des familles plus favorisées. Et puis ensuite, dans un 2e temps, ils ont intégré les conjointes aussi des premiers hommes et récemment, du coup, les descendants, donc plus de 1300 descendants du groupe initial. Et donc, ce qu'ils font dans cette étude, c'est que les chercheurs, ils interrogent périodiquement, c'est chaque année, ils interrogent les participants, ils leur demandent de remplir des questionnaires, ils recueillent des informations sur leur santé physique, voilà, sur toute leur vie,
en fait. Et donc, ils ont pu voir les participants entrer dans des relations, sortir de relations, réussir ou échouer dans leur travail, devenir parents, etc. Et la conclusion de cette étude, elle est vraiment profonde. Et c'est vraiment la plus longue étude longitudinale jamais réalisée sur la vie humaine, hein. Et la conclusion, elle est simple et profonde. C'est le bonheur est fait de bonnes relations. Les bonnes relations mènent au bonheur et à la santé. Et donc le secret, c'est d'entretenir ces bonnes relations. Et c'est tout. Quand on parle de bonheur, il n'est pas question d'argent, il n'est pas question de succès, ni même de santé ou de maladie, et ça c'est peut-être le plus surprenant d'ailleurs, juste de relations. Et quand on y pense, on arrive au monde en relation. On se développe avant ça dans le ventre de notre mère. Quelle relation plus étroite que ça. Et toute notre physiologie, elle se développe grâce aux liens qu'on entretient avec nos figures d'attachement. Refaisons un petit plongeon dans le système nerveux ici. On se rappelle que quand un bébé vient au monde, la branche ventrale du nerf vague, elle n'est pas encore formée. Le nerf vague, c'est le nerf qui opère au sein de notre système nerveux parasympathique et c'est le nerf du coup le plus long du corps, c'est un de nos 12 nerfs crâniens et c'est ce nerf qui nous permet de ralentir la physiologie, de revenir dans notre sécurité, qui permet aux fonctions de régénération de l'organisme, de digestion, de repos, d'avoir lieu. Et ce nerf vague, il a 2 branches, la branche ventrale, la branche dorsale. Et chacune de ces branches, elles correspondent à un type de frein, en fait. J'ai dit que le nerf vague ralentit la physiologie. Avec la branche dorsale, il le fait de façon douce et précise. Et avec la branche dorsale, il le fait de façon brutale, grossière, rapide. On se souvient que la branche dorsale, c'est ce qui innerve tout ce qui est en dessous du diaphragme, au niveau du corps, et la branche ventrale, elle innerve tout ce qui est au-dessus du diaphragme, donc cœur, poumon notamment. Et quand on naît, du coup, la branche dorsale, elle est en ligne. C'est logique, le bébé, il peut déjà digérer. Donc la branche dorsale qui innerve tout ce qui est en dessous du diaphragme, qui innerve tout l'appareil digestif, celle-là, elle est en ligne, elle est fonctionnelle. Celle qui n'est pas encore développée, c'est la branche ventrale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bébé, il n'a pas de capacité d'autorégulation. Il n'a pas de capacité de ralentir sa physiologie de façon douce, je perds mon mot ici, ce que je veux dire de façon graduelle, voilà. Et cette branche ventrale du nerf vague, c'est aussi elle qui nous permet du coup d'accéder à cet état ventral du système nerveux qui est notre état de sécurité, de connexion, ce qu'on appelle aussi le système d'engagement social, qui nous permet d'être en connexion avec les autres. La connexion avec les autres, c'est l'attachement. Donc l'attachement, il est au cœur de la façon dont notre système nerveux se développe, il est au cœur de notre physiologie même. Il y a une vidéo très intéressante que je t'invite à regarder qui s'appelle le Still Face Experiment. C'est une expérience de Ed Tronick. Ed Tronick, c'est un psychologue. Il est spécialiste du développement de l'enfant à l'université du Massachusetts notamment. Et donc, il a créé cette expérience où on voit un bébé et sa mère. L'expérience, c'est ça, un bébé et sa mère. Au début, on demande à la maman d'interagir avec l'enfant, de matcher ses expressions, de jouer avec lui, etc. Et puis après, on lui demande de ne plus interagir. Donc, on la voit rester en face de l'enfant, mais poker face. Still face, donc le visage, calme, lisse en fait. Poker face, on dirait. Donc on voit la mère qui n'interagit plus du tout avec l'enfant. Et on observe le bébé pendant juste 2 minutes. Ça dure 2 minutes, cette expérience. Et en 2 minutes, même pas, peut-être 1 minute 30, on voit le bébé clairement aller dans la réponse sympathique, et puis aller dans le figement, aller dans l'effondrement. On voit le bébé complètement submergé par le stress qu'il subit. Ce stress qui vient de la mère qui est face à lui, mais complètement inerte en fait dans son visage, et qui est présente mais sans être présente en fait. Et ça nous montre que tout est dans l'attachement. Et c'est pour ça que nos relations, souvent, elles sont à la fois nos plus grands déclencheurs, nos plus grands triggers, et nos plus grandes opportunités, nos plus grands espaces de guérison. Ce qui s'est défait, ce qui s'est décousu, ce qui a été déconnecté en relation, ça va être réparé en relation. Donc l'attachement, c'est au centre de tout. Ok, je vais passer à vos questions que j'ai classées par grands thèmes. Tu vas avoir envie d'écouter cet épisode avec ton partenaire ou ta partenaire. Donc si vous n'êtes pas tous les deux, va le chercher ou va la chercher. Ou réserve cet épisode pour un trajet en voiture que vous faites à 2. Et si tu ne résistes pas à écouter, tu pourras écouter une 2e fois. De toute façon, ça permet d'intégrer encore mieux et que les choses, elles atterrissent en toi
et elles soient intégrées à un niveau encore plus profond. Ok, dans vos questions, il y avait un peu 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je suis en couple et j'ai de l'anxiété. Le deuxième cas de figure, c'est je suis en couple et mon partenaire est anxieux. Et troisième cas de figure, je suis en couple et on est tous les deux anxieux. Et puis ensuite, il y avait des catégories comme le soutien. Comment est-ce que je peux être soutenue? Que faire si je ne le suis pas? Comment gérer les moments d'activation en couple? Quels sont les effets de la dérégulation sur le couple? Tout ça, je l'évoquerai dans la deuxième partie de l'épisode. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les 3 premiers cas de figure. Donc, je suis en couple et j'ai de l'anxiété. Je suis en couple et mon partenaire est anxieux. Je suis en couple et nous sommes tous les deux anxieux. Alors, on commence avec je suis en couple et j'ai de l'anxiété. Voici les questions que j'ai reçues dans ce cas de figure-là. Comment ne pas être un fardeau pour l'autre quand on a de l'anxiété? Comment se sentir digne d'être aimé avec une anxiété importante? Comment parler de mon anxiété à quelqu'un rencontré depuis peu? Comment sortir de la culpabilité de mal faire les choses dans ma relation, quand je suis susceptible, rigide sur plein de choses? Mon anxiété impacte ma libido, comment débloquer ça? Dans cet épisode, je vais aller dans les 2 premières questions et je réserve les 3 autres pour l'épisode suivant. Donc, les 2 premières questions, parce qu'il y a déjà beaucoup à dire là-dessus. Comment ne pas être un fardeau pour l'autre quand on a de l'anxiété? Comment se sentir digne d'être aimé avec une anxiété importante? Cette question, elle est intéressante parce qu'elle vient vraiment toucher le sujet de la honte, ici. Et je t'inviterai à checker à l'intérieur de toi pour voir si ça résonne quand je parle de honte toxique. Moi, je portais, et je suis toujours en train de travailler sur des paquets de honte toxique. Parce que la question, là, elle implique que je suis digne d'être aimée si j'amène de la régulation dans le couple. Un peu si je fais ma part. Si je suis quelqu'un avec qui c'est agréable de passer du temps. Alors, dans l'absolu, bien sûr, c'est ce qu'on veut vivre pour soi-même avec son partenaire, mais ici, il faut vraiment distinguer. Il y a la personne que je suis, mon essence presque, et il y a les états de mon système nerveux. Et ça, c'est 2 choses différentes. Et j'ai pas à être toujours en ventral, j'ai pas à être toujours super régulée pour être digne d'être aimée. Ça a rien à voir. Je suis digne d'être aimée, point. Mais les parts de nous qui portent de la honte toxique, elles ont un autre narratif. Elles ont absorbé une autre histoire, elles ont absorbé d'autres croyances. Pour elles, pour ces parts qui portent tellement de honte toxique, je suis une pomme pourrie, je suis une mauvaise personne. Et je ferais mieux d'amener quelque chose à la relation parce que sinon, c'est sûr, on va voir qui je suis vraiment et in fine, je vais être abandonnée. Ça, c'est le narratif qui déroule au niveau subconscient. Et d'où elle vient cette honte toxique? On revient à l'attachement, ici. Un petit enfant qui ne reçoit jamais ou pas assez d'attention de ses parents, qu'est-ce qui conclut? Je ne suis pas assez bien pour qu'on s'occupe de moi. C'est ce qu'on appelle le narcissisme primaire. L'enfant, il explique tout par lui. Autre cas de figure, un petit enfant qui reçoit de l'attention, mais le parent, il aimerait être ailleurs. Il n'apprécie pas du tout ce temps partagé, il préférerait être au travail, il préférerait être ailleurs que là. L'enfant, il le sent. Au niveau de la neuroception. C'est en dessous de la perception. C'est en dessous de la conscience. Il y a une neuroception de danger. Pense à des moments, pour illustrer ça, pense à des moments où tu es avec une personne, mais tu sens qu'elle n'est pas présente à la discussion. Avec les téléphones portables, maintenant, on vit ça constamment. C'est catastrophique, d'ailleurs, en termes d'attachement. C'est un autre sujet, mais c'est catastrophique de jamais vivre la pleine présence de quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas s'en nourrir véritablement. Je fais le lien avec le téléphone portable parce que tu te souviens pas nécessairement de situations comme ça, de quand tu étais enfant, mais tu peux t'en souvenir aujourd'hui adulte et le sentir dans ton système. Donc si je reviens à l'enfant, c'est quoi la conclusion de l'enfant? Il ou elle est avec moi, mais elle n'a pas envie d'être là. C'est ma faute, je suis pas une bonne personne. Personne ne veut être avec moi, même pas mon parent. Et il faut comprendre qu'au moins jusqu'à l'âge de 6-7 ans, tout ça c'est absorbé, c'est pas compris. C'est absorbé dans le corps, c'est vraiment de l'ordre du felt sense. Ce que Peter Levine appelle le felt sense, les sensations dans le corps. C'est pas intégré au niveau mental. Et peut-être la question qui vient maintenant, c'est comment est-ce que je sais que j'ai absorbé ça? Et ici, tu dois travailler avec ta réponse traumatique, avec ta réponse de figement. Écoute vraiment ton corps, aussi là dans cet épisode. Écoute vraiment ton corps. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de ça, quand on parle d'attachement? Moi, avant l'attachement, je ne pouvais pas l'étudier, je ne pouvais pas en entendre parler, je ne pouvais pas entendre parler de tous ces sujets-là en lien avec l'attachement sans aller dans ma réponse de figement. Avant l'écriture de l'épisode, là, quand j'ai regardé à nouveau le Still Face Experiment, parce que je l'avais en tête, mais je me suis dit, je vais le regarder à nouveau, de Ed Tronick, j'ai senti plein de frissons dans mon corps, j'ai senti une petite dissociation qui commence à être là, et j'ai dû me ramener.
J'ai dû faire une pause après la vidéo, pas reprendre tout de suite l'écriture, m'orienter, aller vers une ressource. Je me souviens, j'ai posé ma main sur le radiateur, ça faisait de la chaleur. J'ai senti mon corps, puis mon corps qui est grand, qui est un corps d'adulte aujourd'hui, pour me rappeler que, ok, je suis plus un bébé, j'ai bu un petit peu d'eau, voilà, je me suis vraiment ramenée, parce que j'ai senti mon système partir. J'étais dans la mémoire implicite à ce moment-là. Je partais dans ma réponse de figement. Et ça, c'est un très bon signal, c'est un très bon signe. Si ça réagit dans le corps, ou que la nature, le rythme de tes pensées change en écoutant ces sujets-là, tu sais qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et je t'invite à prendre soin de toi, à faire des pauses dans l'écoute de cet épisode. Si les relations, c'est un gros morceau pour toi, c'est une bonne idée d'écouter l'épisode en plusieurs fois. Voire de laisser là où il est pour le moment. De pas l'écouter, ce sera pour plus tard. Donc c'est mon invitation là à arrêter l'épisode ici, pour toi, et à aller vers une ressource, si tu sens que ça commence déjà à remuer un peu à l'intérieur. Donc je reprends mes questions. Comment ne pas être un fardeau pour l'autre quand on a de l'anxiété ? Comment se sentir digne d'être aimé avec une anxiété importante ? Déjà, on va supprimer le mot fardeau de ton vocabulaire quand tu parles de toi. Intellectuellement, sépare l'état de ton système nerveux de qui tu es, ce qu'on a dit au début. Et puis fais le travail sur la honte toxique. Parce que la question, elle vient de là. C'est un travail qu'on fait dans mon programme Arise aussi. Tu peux aller vers des modalités comme l'IFS, comme la Somatic Experiencing, qui marchent très bien. Je vais dans mon deuxième cas de figure. Je suis en couple et mon partenaire est anxieux. Donc les questions que j'ai eues ici, c'est comment co-réguler avec un partenaire en proie au stress chronique. Comment gérer l'anxiété de son partenaire. Donc ici, je vais différencier les deux. Je vais différencier l'anxiété et le stress chronique. Parce que dans l'anxiété, la personne, elle est déjà dans le trop. Elle est déjà submergée. On est déjà dans la conséquence, en fait, quand j'ai de l'anxiété. Avec le stress chronique, on est encore dans la cause. On se souvient, le stress chronique, c'est une des 3 formes de trauma. On a le trauma de choc, on a le trauma développemental et on a le stress chronique. Pourquoi le stress chronique fait partie des 3 types de trauma ? Parce qu'il limite une menace constante. Dans le stress chronique, il y a une tension constante. Et ici, je vais faire le parallèle avec le trauma développemental, qui englobe tous les traumatismes qui ont été vécus dans nos années de développement, c'est-à-dire jusqu'à 25 ans, en fait, jusqu'à ce que le cortex préfrontal il soit complètement formé. Et souvent, on voit ce phénomène. Si j'ai grandi dans un environnement avec une tension constante, moi, j'ai parlé souvent de mon foyer, où il y avait quelqu'un qui pouvait exploser à tout moment, il y a une tension constante. Souvent, ce que je vais faire, c'est qu'inconsciemment, je vais recréer cette tension dans ma vie en recherchant un mode de vie, un travail, des situations ou même une relation qui reproduit cette tension constante, qui me garde dans un stress chronique. Un travail hyper exigeant, être en relation avec une personne qui n'est pas safe, ce qu'on appelle les relations toxiques, créer des situations financières difficiles, etc. Tout ce qui va pouvoir me garder dans le stress chronique, en fait. Donc la question, c'était comment co-réguler avec un partenaire en proie au stress chronique ? La réponse, c'est tu ne peux pas. Enfin, tu peux, mais c'est toi qui peux prêter ton système nerveux régulé. C'est toi qui va être la source de la co-régulation. La régulation, elle ne va pas venir du partenaire en stress chronique. Parce que ton système nerveux, il va capter des signaux de danger, certainement pas des signaux de sécurité. Et donc la chose la plus puissante que tu puisses faire, en fait, c'est de travailler à cultiver, à construire ta régulation dans ton propre système nerveux. Parce que alors, ton système nerveux, il va envoyer les signaux de sécurité. Si ton ou ta partenaire est ouvert, tu peux lui partager ce que tu vois sur le fait qu'il ou elle est chroniquement stressé, partager comment ça te fait te sentir aussi, sans aller dans les accusations, bien sûr, mais proposer des ressources. Peut-être un thérapeute que tu connais, peut-être un podcast à écouter, une lecture, juste demander ce dont il ou elle a besoin aussi, déjà juste ça, amener du soutien. Dans le stress chronique, c'est l'état sympathique qui prédomine. Et l'état sympathique, il a besoin de soutien. Dans mon programme Arise, on travaille beaucoup avec des pratiques somatiques de soutien qui peuvent être intéressantes à proposer ici aussi. Mais le mot-clé ici, si toi tu veux être la source de la co-régulation, ça va être le soutien. Et pour pouvoir amener ça, tu as besoin de toi travailler à ta co-régulation et d'avoir tes limites en place. Je vais arriver sur le sujet des limites juste après. La deuxième question, c'était comment gérer l'anxiété de son partenaire. Oublie l'envie de la gérer. Ici, même chose. Dans l'anxiété, on est plutôt du côté de l'hyperactivation, on a une domination sympathique, donc il n'y a rien à gérer. Il y a à nouveau ici à soutenir. Après, si la question c'est comment faire pour moi rester régulée, si par gérer t'entends ça, et je vais partir du principe que la question dans la question c'est celle-là,
Je dirais que c'est préserver des espaces qui sont vraiment à toi et t'assurer que ces distinctions fondamentales, que 2 distinctions fondamentales que je vais évoquer juste après, elles soient très claires dans ton système. Ces 2 distinctions, c'est fusion versus connexion et extérieur versus intérieur. Je m'explique. Le trauma développemental, le trauma tôt, voire très tôt dans la vie, il perturbe le rythme du système nerveux autonome. Ça, c'est le cas du bébé qui est déjà en figement parce qu'il y a du danger dans l'environnement. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là si les rythmes de notre système nerveux autonome ils sont perturbés? Notre attention, elle reste bloquée. Parce que le rythme du système nerveux autonome, c'est quoi? C'est je peux porter mon attention à l'intérieur, et puis à l'extérieur, et puis à l'intérieur, et puis à l'extérieur. Il y a toujours ce mouvement. Et ce qui se passe quand ça s'est perturbé, c'est que notre attention, elle reste bloquée. Elle peut rester bloquée à l'extérieur. Et là, c'est plutôt le système nerveux sympathique qui fait ça. On n'arrive pas à revenir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est les personnes qui font tout pour jamais être seules, qui veulent jamais être désœuvrées, qui veulent jamais ralentir. Il faut toujours qu'on soit tourné vers l'extérieur. Ça, c'était moi pendant longtemps. J'ai déjà dit que je pouvais pas aller juste marcher seule sans écouter un podcast, sans avoir quelqu'un au téléphone même. C'était pas possible. Mon attention, elle était complètement bloquée à l'extérieur. Ou elle peut être bloquée à l'intérieur. Parce que l'extérieur, c'est trop, en fait. Ça, c'est les personnes pour qui, justement, tout est vite trop. Les stimuli sensoriels, les conversations, la connexion avec quelqu'un d'autre, c'est vite trop. Et donc, ils sont bloqués plutôt à l'intérieur. Voilà, quand j'en parle, si un de ces 2 types de comportements peut-être te parle. Moi, j'avais un petit peu des 2. Je vois que selon les moments, c'était l'un ou l'autre. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que c'est cette capacité à être présent à la fois avec mon intérieur et à la fois avec l'environnement qui m'entoure qui m'est volée par le trauma. Or, ces allers-retours entre soi et les autres, entre soi et mon environnement, je l'ai dit, ça c'est le rythme du système nerveux autonome. Et c'est ça qui est perturbé. Et autre chose qui nous est volée par le trauma, c'est cette capacité à distinguer ce qui vient de moi, donc de l'intérieur, et ce qui vient des autres ou de l'environnement, de l'extérieur. Pourquoi? Parce que la barrière de protection que constitue le système nerveux, elle est fragilisée. Donc il nous faut réapprendre à distinguer. Il faut recréer cette distinction de ce qui m'appartient versus de ce qui est à l'extérieur. Il me faut réapprendre à entrer en connexion avec l'autre en tant que personne bien séparée, sans fusionner avec la personne. Je peux être en connexion avec toi tout en étant moi. J'ai pas besoin de prendre ton anxiété sur moi, j'ai pas besoin de porter tes soucis, j'ai pas besoin de répondre à chacun de tes besoins, d'être tout le temps d'accord avec toi, d'adopter tes opinions, etc. Ça, c'est la réponse de Phoning. J'ai pas besoin de ça. On est 2 êtres très distingués. On peut entrer en connexion et on peut être en connexion très proche, très très proche. Mais il y a moi et il y a toi. Donc ça, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Entrer en connexion avec l'autre en checkant avec ton système que tu es toujours bien à l'intérieur de toi, sans être fusionné. Et en gardant une grande conscience de l'environnement qui t'entoure et de tes ressources à toi. Il n'y a que comme ça que tu pourras être un soutien pour l'autre et garder ta santé mentale intacte dans le processus. Je vais passer au 3e cas de figure. Je suis en couple et nous sommes tous les 2 anxieux. Mais avant ça, on fait une petite pause et je t'invite à faire un petit check-in de tes sensations, voir comment ça va. Est-ce que tu es toujours présent, présente? Est-ce que tu t'étais un peu dissocié? Est-ce que tu étais là, mais que tu écoutais sans écouter? Prends le temps de te réorienter. Est-ce que tu as perdu le contact avec l'environnement autour de toi? Voilà, prends le temps ici, on fait une pause. Voilà aussi pourquoi je l'ai mis en 2 parties cet épisode, parce qu'on n'en fait pas trop d'un coup sur l'attachement. On titre, on y va doucement. Ok, donc 3e cas de figure, je suis en couple et nous sommes tous les 2 anxieux. Comment vivre? Alors la question c'était comment vivre ensemble au quotidien quand on est 2 profils anxieux. Ici la réponse elle va rejoindre un petit peu celle de la question précédente, c'est devenir très clair dans ton système. Dans ton système, ça veut dire vraiment au niveau somatique, dans le corps, ressentir la différence entre connexion et fusion. Sinon, si vous êtes tous les 2 anxieux, ça c'est la recette pour que ça explose comme un volcan. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. Le sujet ici, le sujet de cette question, c'est le sujet des limites, en fait. C'est le sujet de moi, je suis moi, toi, tu es toi. Et je dois m'assurer que mes limites, elles soient en place pour répondre à mes besoins, pour soutenir ma propre réponse sympathique. Parce que dans l'anxiété, je suis dans ma propre réponse sympathique et pour pouvoir retrouver mon chemin vers le ventral. Et prenons un moment où, disons, on est tous les 2 dans notre anxiété. Ok, on est tous les 2 dans notre réponse sympathique.
Moi, je me régule, je fais ce travail et je vais pour entrer à nouveau en connexion avec mon partenaire et je sens que l'autre, il est encore complètement dérégulé. Ici, j'ai 2 options. Soit j'ai assez de régulation dans mon système pour offrir de la co-régulation, soit je sens que c'est encore fragile à l'intérieur de moi et je choisis consciemment de me déconnecter et de revenir plus tard. Ça, moi, ça a été un long chemin de pouvoir sentir ça à l'intérieur de moi. Avant, je revenais, souvent c'est moi qui co-régulais, c'est moi qui me régulais d'abord, et je revenais, mais c'était encore très fragile, et du coup, j'étais réemportée dans la tempête. Et donc ça a été vraiment, mon travail, c'était vraiment de cultiver ce que j'appelle l'art du demi-tour. Ok, je m'approche, ouh là 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 là, je sens que c'est encore fragile en moi, je fais demi-tour, plus tard. Et c'est ok en fait ça. Et moi, je conseille vraiment aussi de partager ce travail. Je pense qu'en couple, c'est vraiment important. Après, évidemment, ça dépend si l'autre personne est ouverte ou pas. Mais je sais que voilà, avec mon mari, on a eu énormément d'anxiété à des moments différents de notre vie. Parfois au même moment, mais plutôt à des moments différents. Et lui, il a beaucoup suivi ce que moi j'ai fait. Ah, tu fais de l'IFS, je vais faire de l'IFS. Ah, t'as fait psyché, je vais faire psyché. Il a fait la même formation de psyché pour lui, par exemple. Donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir tous les deux notre chemin, en fait. Notre chemin de guérison. Et on se rencontre. Okay. Le chemin, il est ensemble, mais les responsabilités, elles sont séparées. Ça, c'est vraiment important pour moi et c'est vraiment important pour nous. Et parfois, c'est chaotique, honnêtement. C'est chaotique parce que dans ce chemin de guérison, on vient remuer des choses à l'intérieur de nous, on peut se trouver irritable, on peut se trouver un peu on edge sur le fil, mais c'est hyper beau en même temps d'être sur ce chemin de guérison à deux, et c'est hyper beau si on peut cultiver cette capacité à se donner de l'espace, et cette capacité à sentir dans mon propre système, est-ce que je suis vraiment prêt pour revenir dans la connexion là, ou est-ce que j'ai encore besoin d'un petit peu de temps. Et un conseil pour moi, ce serait aussi de vraiment être chacune attentive à votre capacité. Nous, nos moments les plus difficiles, ça a été quand le stress, il est venu s'inviter au même moment pour nous deux, en fait, et qu'on perdait de vue l'espace de la relation, en fait, qu'on s'y investissait plus du tout. 1, 2, 3, qu'on ne s'y investissait plus du tout. C'est difficile à dire ça. Parce qu'on était complètement consumés, en fait, l'un et l'autre par les circonstances extérieures, par nos activités respectives, en l'occurrence, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs. Donc nous, une de nos grandes questions, ça a été comment est-ce qu'on fait quand on a tous les deux des périodes intenses en même temps pour cultiver l'espace de la relation. Et là, dans ces moments-là, et c'est ça qui a été super difficile pour nous à l'automne cette année, et c'est là où c'est passé de quelque chose de très intellectuel, de oui, il faut cultiver la relation comme un jardin et tout ça, que je savais ici, mais où là, j'ai vraiment dû le mettre en pratique à l'automne dernier. Et ce qui était utile pour nous, après voilà, là c'est vraiment plus de l'expérience personnelle, mais ce qui était utile pour nous, c'était d'avoir des accords, en fait, un petit peu des grands principes si vous êtes toutes les deux, ouvertes à ça. Nous, on a un accord, par exemple, c'est quoi qu'il arrive, on prend nos repas ensemble, parce qu'on bosse de la maison, et il n'y a pas de téléphone à table. Et ça nous assure des moments de vraie connexion, parce que c'est ça qui est vraiment nourrissant, en fait, dans la journée, des moments de vraie connexion, même dans des périodes de travail intense. C'est un exemple parmi d'autres. Ah, et je réalise qu'ici, du coup, j'avais répondu à la question sur la libido. Parfait. Parce qu'effectivement, anxiété, stress chronique, période de travail chargée, tout ça, ça fait pas bon ménage, généralement, avec la libido. Et peut-être 3 choses ici qui peuvent aider et que nous, on aime bien faire aussi. La première, ça va être formuler à haute voix. En parler de l'intimité. C'est pas top en ce moment. Moi, ce qui peut m'aider aussi, c'est vraiment de rappeler la timeline, se rappeler que ça va pas toujours être comme ça, que cette période de travail chargée, elle va se terminer, donc ok, ça va aller mieux, je sais pas, dans 2 semaines. Et ça, c'est pas innocent, parce que le trauma, il nous fait perdre ça aussi. Il nous fait perdre ce sens de ok, demain sera un jour meilleur, ou la semaine prochaine ça ira mieux, ou ça va aller mieux. En fait, c'est pas pour toujours que c'est difficile. Et quand il y a eu du trauma, quand il y a de la dérégulation, on a tendance à croire ça, que ça va être pour toujours. Donc, rappeler la timeline, moi, ça m'aide. Et vraiment se parler, et c'est pas facile. Parce que souvent, il y a un gros couplage avec la honte. Je parlais de la honte toxique tout à l'heure, quand on n'a pas envie d'intimité. Je suis pas normale, pourquoi j'arrive pas à faire comme tout le monde, etc. Il peut y avoir de la colère contre l'autre aussi. Peut-être que l'autre a envie et lui, il est blessé. Donc, c'est vraiment pas un espace confortable. Ce qui peut aider, c'est de passer par écrit.
aussi. Chacun va de son côté, et déjà ça fait baisser l'intensité, ça donne le temps de mettre ses pensées en ordre. Et les pensées dans le désordre, c'est associé au trauma, ça, hein. Quand je suis dans ma réponse traumatique, mon cortex préfrontal, il est plus en ligne, donc j'arrive plus à mettre mes pensées en ordre. Donc déjà ça va aider. Moi, ce que j'adore faire aussi, c'est une cartographie des parts de moi qui sont là. Et parfois, quand c'est même vraiment très difficile, je vais juste montrer ma cartographie à mon mari. Pas pour qu'il commente ou quoi, mais juste, j'arrive pas à parler, voilà tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est hyper intense pour moi. Et souvent, ça amène énormément de compassion, en fait. De pouvoir voir dans l'autre, ah ouais, t'as cette part-là qui est en colère, il y a cette part qui a honte, ah ouais, pas étonnant que ce soit vraiment intense, ok. Et ça fait redescendre un petit peu. Et ce qui peut aider aussi, c'est de changer d'environnement. Nous, on va facilement faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on relationne avec notre environnement en permanence et ça peut vraiment changer la dynamique des choses, de juste changer d'endroit. Prévoir un moment pour pouvoir aller dans un endroit qu'on aime tous les deux et souvent qui est plus neutre aussi que la maison où toutes les tensions qui se sont passées dans ce lieu-là, elles se cristallisent. Donc ça peut vraiment aider à changer la dynamique aussi. Il y avait une question sur comment se joue la dérégulation dans un couple où les deux personnes ont de l'anxiété. Donc ici, j'ai répondu, c'est le phénomène de la neuroception en fait. Les deux vont capter finalement les signaux de danger chez l'autre et ça escalade et ça dérégule. C'est la co-régulation mais dans l'autre sens en fait. C'est la co-dérégulation au lieu de la co-régulation. Et puis une autre question, ça sera la dernière pour cet épisode. Comment faire fonctionner un couple où l'un a un attachement plutôt évitant et l'autre plutôt anxieux ? Merci pour cette question, c'est le schéma classique et ça sera quasiment tout le temps comme ça en fait, puisque l'attachement c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. On a tous, en fait, à partir du moment où il y a de la dérégulation, on a tous un attachement désorganisé avec une tendance, avec une dominante ou anxieuse ou évitante. L'attachement, les styles d'attachement, c'est pas pour se remettre une énième étiquette, je t'invite plutôt à y penser comme ça. Soit j'ai un attachement sécure, soit j'ai pas un attachement sécure. Et si j'ai pas un attachement sécure, j'ai un attachement désorganisé avec une grande tendance. Ok ? Je vais te donner mon exemple pour illustrer ici, c'est toujours plus parlant. Moi, j'ai un attachement désorganisé à tendance évitante, par exemple. Donc, j'illustre ça, ça veut dire quoi ? Ça se traduit comment ? Mon premier réflexe, quand il y a une tension, moi, c'est de prendre la fuite. Je ne vais pas au conflit. Je prends la fuite et j'imagine déjà comment ça serait de vivre sans mon mari, qui va prendre le chien, la timeline du déménagement, tout. Mon cerveau, il va directement là-dedans, et maintenant je connais très bien cette réponse. Mon cerveau, il fait ça pour me protéger. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de mes parts protectrices qui sont en mode, ok, si tu l'as déjà imaginé, tu vas être préparé, ça sera moins douloureux. Et ce que je sens dans le corps, dans ces moments-là, il y a de la tension, il y a beaucoup de tristesse, mais il y a une forme d'engourdissement, d'anesthésie en même temps, parce que la tristesse, elle est tellement profonde que ça me submergerait. Donc il y a cette anesthésie en même temps, et cet engourdissement, ouais. Et en même temps, il y a de la tension, c'est vraiment une armure, quoi. Je suis fort, je peux le faire. Dans la tête, il y a une forme de déni aussi. Je peux y arriver toute seule, j'ai pas besoin de lui, ça va être toutes ces pensées-là. Et ça, cette tendance plutôt évitante, c'était mon chemin, c'était mon autoroute neuroplastique quand la tension monte. Mais ça, c'était dans ma relation précédente. Parce que j'étais avec un partenaire qui avait un attachement anxieux, qui lui, quand il y avait de la tension, quand il y avait du conflit, voulait en parler, voulait surtout rester connecté à tout prix pendant les disputes. Et donc moi, bien sûr, ça avait ressortir mon attachement évitant, parce que c'était beaucoup trop pour moi. Moi, j'avais besoin de prendre la fuite. Aujourd'hui, c'est différent parce que je suis avec quelqu'un qui va dans la forme extrême de fuite, en fait, qui est même pas la fuite, qui est un effondrement. Lui, il va pas dans son sympathique, il passe très peu de temps en sympathique, quand il y a de la dispute, quand il y a de la tension, il va tout de suite dans cet état dorsal. Dès que la dispute, elle devient un petit peu intense. Et vraiment, il va littéralement en état dorsal. Ça veut dire que d'un coup, il ressent une immense fatigue. Il me dit « Oh, I'm so tired, je suis trop fatiguée ». Il se met au lit et il ne peut plus parler. Et ça, au début, c'était terrible pour moi. et je pouvais pas le comprendre, mais c'est une réponse d'effondrement qui est hyper intense. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe pour moi, pour mon système ? Je me retrouve toute seule avec toute l'intensité émotionnelle. Et là, c'est mon côté anxieux qui ressort. Plutôt mon attachement anxieux qui ressort. J'essaie à tout prix de le sortir de son effondrement. Je sens la peur, je sens la colère contre lui, contre son état qui nous empêche d'aller dans la réparation. Je sens le besoin de connexion, je sens le besoin de réparer super vite aussi. Sauf que lui, cette réponse d'effondrement, quand elle est extrême, quand il y a vraiment une grosse dispute,
il met littéralement des heures à sortir. Il faut qu'il dorme 3-4 heures. C'est vraiment super intense. Donc moi, je reste avec ça pendant ce moment-là. Et j'ai appris à travailler avec ça. J'ai appris à être OK avec cette déconnexion dans ce moment-là et à aller vers mes ressources et à prendre soin de mon système dans ce moment-là. Je donne ces exemples parce que je les trouve assez parlants puis assez flagrants sur la façon dont les deux tendances, elles vont être activées par la réponse de l'autre en fonction de la personne, en fonction de la situation. Donc, l'invitation, c'est d'explorer ça pour toi-même et tu vas sûrement te rendre compte qu'il y a des cas de figure où tu es plutôt dans l'attachement évitant et puis il y a des cas de figure où tu es plutôt dans l'attachement anxieux. On est tous et toutes désorganisés avec une tendance. Ou tu as un attachement sécure et ça c'est génial, c'est le Graal. Et si tu es en relation avec quelqu'un qui a un attachement sécure, qui a eu ce solide câblage primaire, ce bon attachement, essaie de sentir ça, essaie de t'en nourrir, essaie de sentir en dessous de la perception consciente, vraiment au niveau de la neuroception, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette ressource? Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces signaux de sécurité dans la relation? Essaie de les sentir dans le corps. C'est un beau cadeau, ça. On s'intéresse beaucoup à notre dérégulation et qu'est-ce que ça fait dans le corps, mais on peut aussi s'intéresser aux ressources qu'il y a. Et même si je suis avec quelqu'un qui a un attachement désorganisé, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas, parce que c'est la plupart d'entre nous, dans les moments où il y a de la corégulation, dans les moments où l'attachement il est sécure parce que ça va, nourrissons-nous de ça. C'est vraiment important. Deb Dana, elle dit, repérer ces étincelles de ventral, c'est aussi important, voire plus important que ce qui déclenche le ventral en lui-même, en fait. C'est cette capacité à le capter. Cet état ventral, cet état de connexion, de sécurité, ces signaux de sécurité. Pour moi, le travail sur l'attachement, c'est un travail constant. J'y travaille toujours, je travaille à ces rythmes de connexion et de déconnexion. Avec mon mari, j'essaie vraiment d'y prêter attention. Et c'est important parce que c'est ça qui a été perturbé dans l'attachement dès le début de la vie. Ces rythmes de connexion et de déconnexion qui n'étaient pas les bons. Pas les bons pour le bébé, pas les bons pour le petit enfant qu'on était en fait. Et donc prêter attention à ça, à ces rythmes-là, ce sera immensément, immensément guérisseur. C'est ce que je disais, ce qui a été décousu, défait, déconnecté en relation, ça va se réparer en relation. Maintenant, je peux vraiment sentir un calme, une solidité que je connaissais pas, par exemple, quand mon mari part dans une soirée sans moi, ou part toute une journée. Avant, ça, c'était difficile. Donc, je reviens de loin. Je suis plus calme aussi quand il va dans sa réponse d'effondrement. Je suis davantage capable de lui donner de l'espace. Je le disais, je suis capable d'aller initier la réparation. Aussi, ce que j'étais incapable de faire avant. Avant, c'était toujours lui qui devait revenir vers moi. Après une dispute, je pouvais jamais revenir. Maintenant, si. Ça, c'était mon attachement évitant qui prenait toute la place. Maintenant, si, c'est possible pour moi. Donc, de façon générale, j'ai beaucoup plus le choix de mes réponses. Ce que je sens aussi, c'est que je peux vivre l'intimité, et ça, on peut commencer, quand on commence à avoir plus de régulation, on peut commencer à vivre l'intimité dans la relation en écoutant vraiment l'autre, en étant vraiment là pour l'autre, sans être uniquement aux prises avec notre propre monde, avec notre propre dérégulation. On va arriver aussi de mieux en mieux à poser des limites avec le monde extérieur quand on commence à sentir que l'espace de la relation, il en pâtit, il en souffre et qu'on l'a peut-être un peu négligé pendant un moment. Et tout ça, c'est une question de rythme, en fait. Tout ça, c'est le résultat du travail qu'on fait chacun de notre côté et qu'on amène dans cette relation dont on choisit de prendre soin. Et moi, je pense qu'on doit renouveler ce choix tous les jours. Le thérapeute que je vais voir en thérapie crânio-sacrée, il dit toujours « on doit se lever tous les matins, regarder, enfin se réveiller, pas se lever encore, se réveiller, regarder l'oreiller à côté de nous et dire « oh, j'ai de la chance de me réveiller à côté de toi ». Et j'aime beaucoup cette image parce que ça illustre vraiment ce choix quotidien qui doit être renouvelé et de faire le travail sur moi avec mon propre système nerveux et d'apporter ça vraiment comme un cadeau en fait dans la relation. Merci pour ton écoute. Dans le prochain épisode, on parlera de soutien, on parlera de gestion de crise dans la relation et on plongera encore plus profondément dans l'attachement désorganisé. Merci, prends bien soin de toi, prends bien soin de ton système, donne-toi une transition si tu as besoin. Après cet épisode, ça peut remuer plein de choses à l'intérieur et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.